Coucou tout le monde et bienvenue pour cette deuxième capsule pour un automne pas monotone avec découverte locale avec un K. Aujourd'hui, on se retrouve à la brasserie Malmström pour une deuxième capsule où justement Jessica va interviewer les personnes de Maltais, notre artisane de Atelier Archipel et bien sûr Patrick de Rebond. On parle d'écologie. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de nous follow, de suivre bien sûr Découverte locale pour que bien sûr on crée une communauté soudée qui s'entraide pour s'élever. Bonjour à tous! Aujourd'hui, pour un nouvel épisode avec Découverte locale, j'ai le goût de vous introduire des personnes fabuleuses pour la saison Latchemi, la saison automnale 2022. On a choisi une saison qui voulait vraiment faire les choses différemment. On voulait passer un automne tout sauf monotone. Et avec moi sur le plateau, j'ai des gens qui font partie d'un écosystème d'entreprises qui permettent de faire un changement. Vivre un changement tout seul, c'est bien, mais à deux, c'est encore mieux. Donc, avec moi pour commencer, j'ai Véronique d'Atelier Archipel. Bonjour. Bonjour. Véronique qui confectionne de la papeterie, de la décoration avec une arrière-pensée éco-responsable. J'ai aussi Patrick. Bonjour. Bonjour, d'Alice et Ambre. Et que dans le coffret, on retrouve sous la bannière de Rebond, des craquelins rebondissants à milliers de saveurs pour vos papilles gustatives. On en parle un peu plus tantôt. Et on a Philippe et Olivier. Bonjour les boys. Enchanté. Qui, viennent avec le mouvement Maltais qui confectionne des produits corporels de soins à base de drèche. Donc, on est prêt à commencer. Ça va bien tout le monde? Ça va très bien. Ça va très bien, c'est ça qu'il faut. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous aurez pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Patrick, au lieu de faire des craquelins, tu aurais pu faire des chips. Véronique, tu aurais pu utiliser du papier qu'on retrouve dans le commerce. Tu aurais pu faire des grosses batches. Les garçons, vous auriez pu trouver des choses qu'on retrouve un peu partout, quasiment du Made in China, mais vous êtes allé dans des choses beaucoup plus complexes qu'on connaît pas forcément. Et j'aimerais vous entendre sur pourquoi choisir une entreprise plus éco-responsable, avec une conscience éco-responsable qu'une entreprise qui vous rapporterait des millions rapidement. Dans le fond, nous, à la base, Phil et moi, on est deux amis depuis l'enfance. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît puis qu'on a toujours voulu un peu se lancer une entreprise, tout ça. Même quand on était plus petits, tu sais, on avait, tu sais, que ce soit les stands limonade, car wash, ce genre de trucs-là. On a toujours aimé ça. Puis pendant la pandémie, ben, on a décidé de vraiment pousser un projet entrepreneurial. Donc, on avait pensé à la base des shampoings, à base de bière, tout ça. C'est comme un vieux truc de grand-mère de se verser une bière dans les cheveux. Fait que là, on est parti de cette idée-là. Mais le déclic qui a lancé l'entreprise, c'est vraiment quand on a découvert la drèche puis que ça avait créé tout le volet éco-responsable de l'entreprise. Puis peut-être pour compléter sur Olivier, dans le fond, c'est comme une obligation là, maintenant, quand on fonde une entreprise, là, que ça soit éco-responsable. Là. Puis dans nos têtes, il n'y avait pas aucune autre option là, d'y aller avec le plus éco-responsable possible. Fait qu'en se basant sur un vieux truc de grand-mère, comme Olivier mentionnait, ben, on a pu récupérer un résidu du brassage de la bière au lieu d'utiliser la bière là, directement. Ce qui faisait en sorte que c'était une économie circulaire. Et puis, on a poussé là, le concept un peu plus loin là, avec nos tubes de plastique là, qui sont faits de plastique récupéré des berges des océans à 100%. On en reparle tantôt des contenants. On va faire un lien avec Véronique. Mais avant, j'aimerais entendre Patrick parce que toi aussi, tu prends de la drèche pour composer tes rebonds. Exactement. Le côté entrepreneuriat, je pense qu'on l'a quand on a envie de changer les choses, quand on a envie de laisser son empreinte, quand on est fâché contre quelque chose et qu'on veut trouver une solution. Le côté éco-responsable, je pense qu'il vient plus de ses valeurs, en ce qui me concerne, de ce que mes grands-parents m'ont transmis, de leur vécu, et puis c'est mon héritage. Donc, utiliser la drèche, c'était tout naturel. Je suis déjà partie prenante dans Malmström, microbrasserie Malmström, donc de la drèche, un sous-produit de la fabrication de bière, j'en produis. Rien de plus simple que de réunir mon côté entrepreneuriat, mes valeurs, en utilisant ce sous-produit pour en faire quelque chose de délicieux. Ouais. Parce que la bière, on se fait plaisir, mais il n'y a pas de raison qu'avec le craquelin, on ne se fasse pas plaisir non plus. C'est vrai. Puis Véronique, pourquoi choisir une entreprise avec une conscience éco-responsable? Je dirais, comme les garçons l'ont si bien dit, je pense qu'en 2022, on n'a plus vraiment le choix
de faire autrement. Il y a aussi tout l'aspect, dans mon cas, disons, c'est au niveau de l'approvisionnement local, dans ce que je conçois, ma façon de concevoir les produits aussi. J'y vais beaucoup au jour le jour. Puis ce serait un petit peu contre-intuitif pour moi de devoir prévoir longtemps d'avance pour, disons, passer des commandes de matériaux à l'étranger qui prennent vraiment beaucoup de temps à arriver et qui aussi consomment beaucoup d'énergie à venir ici. Alors, il y avait aussi cette idée là, de m'approvisionner le plus proche possible de chez moi. Puis c'est pour ça qu'entre autres, le papier que j'utilise, c'est en fait un papier du commerce, mais qui est fait vraiment à 100% de papier recyclé post-consommation et qui est fait au Québec aussi. À Saint-Jérôme, d'ailleurs. Puis même l'usine, la papetière est alimentée en partie par des biogaz d'un dépotoir qui est juste à côté de l'usine. Alors, le tout rend ça intéressant de dire, oui, j'utilise une matière, mais elle a été elle-même faite à partir de matières recyclées. Donc, il n'y a pas de nouvelles coupes d'arbres ou quoi que ce soit. Et justement, vu que c'est fait localement, bien, ça engendre moins d'énergie à déplacer et tout. Puis il y a aussi cette rapidité à pouvoir, disons, évoluer dans les projets ou s'adapter aux situations quand on est capable d'aller chercher les produits localement ou en plus petite quantité. Bien justement, je vais pouvoir faire une gamme de produits, puis une fois que la matière est épuisée, bien, on passe à autre chose, mais en fonction de ce que je suis capable de trouver proche de moi. Donc, il y avait à la fois, ça répond aux besoins, je crois, environnementaux, mais aussi aux besoins de l'entreprise de naviguer plus facilement que quand on doit prendre des décisions là, des mois d'avance, puis s'engager avec des grosses quantités. Puis dans les 3 entreprises, vous êtes beaucoup dans le local. Vous aussi, dans vos emballages, tout est fait ici, avec des produits le plus possible recyclés. Maelstrom utilise sa drèche pour faire les rebonds, donc ça, on s'entend que c'est très, très local. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça prend son sens ici. Et j'aimerais savoir si c'était plus simple ou c'est quand même quelque chose qui vous met des barrières. Cette conscience écologique, est-ce que des fois ce serait comme plus simple de faire autrement? Ça aurait été moins coûteux, plus coûteux? Comment ça se passe dans une tête d'entrepreneur qui veut quand même rester dans le local, mais qui a des enjeux planétaires? On fait quand même compétition à Amazon de ce monde. Comment ça se passe en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est tous les jours facile, mettons, de tenir promesse? Non, c'est certainement pas facile, puis surtout plus coûteux, comme tu l'as dit, là, en titre d'exemple, là, les tubes, nous, qui sont faits à Granby, si on prenait un tube qu'on achète, disons, dans un autre pays, comme en Asie ou en Chine, là, ça va coûter peut-être le tiers du prix qu'on paye pour le tube qui est fait à Granby ici. Pourtant, les frais de shipping sont très dispendieux, de l'autre bout de la planète jusqu'ici. Quand même, ça reviendrait moins cher de faire ça là-bas. Sauf que nous, on a vraiment la conscience écologique, puis on sait très bien qu'à la planète, ça coûte plus cher, même si pour le portefeuille, ça coûte moins cher. Sinon, il y a toujours le vrac là, qui est encore plus éco-responsable et moins dispendieux. C'est vrai. Pour vous, dans votre tête d'entrepreneur, comment ça se passe? Oui, en effet, dans mon cas aussi, étonnamment, le papier 100% recyclé coûte plus cher qu'un papier qui viendrait de Chine ou que je prendrais au bureau en gros. Donc, au niveau du coût, certainement. Puis, sinon, quand on choisit d'être plus dans le petite série ou la fabrication à la demande, comme je le fais, c'est nécessairement beaucoup de temps qui est investi parce que, en fait, dans mon cas, je ne tiens pas d'inventaire, ce qui fait que je produis tout au fur et à mesure, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de pertes, beaucoup moins de gaspillage. Je produis uniquement des choses qui ont été commandées, donc réellement désirées par quelqu'un. Mais ça fait aussi en sorte que je passe beaucoup de temps en production. Heureusement, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, sinon je ne le ferais pas de cette façon-là, mais c'est sûr qu'en temps, c'est coûteux de cette façon-là aussi. Là. Ce qui est surprenant parce qu'au Québec, le Canada est reconnu pour être un grand fabricant de pâte et papier, avec ses usines à Québec, avec l'accès à l'eau. Donc, c'est quand même surprenant de savoir que du papier recyclable au Québec, ça coûte aussi cher ça coûte plus cher que du papier pas recyclé. Revaloriser, ça a un coût, très clairement. Nous, mon défi personnel, c'est de
démocratiser la revalorisation de la drèche, puisque je suis propriétaire de brasserie, mais démocratiser la revalorisation. Donc, oui, le produit coûte plus cher, il est plus instable, il faut le traiter plus rapidement que d'aller acheter une farine. Mais là où j'ai misé, c'est dans l'utiliser le produit tel quel et non pas le retransformer à nouveau. La drèche, c'est 75% d'eau. Donc, retirer l'eau pour la rajouter dans une recette, en ce qui me concerne pour la fabrication de craquelin, ça me paraissait un non-sens. Donc nous, on utilise la drèche telle qu'elle à la sortie du brassage. On n'enlève pas l'eau, on ne la sèche pas et on la transforme intégralement. Donc là, on vient compenser une partie du coût de collecte de la drèche par le fait qu'on ne la sèche pas. Enlever de l'eau, sécher, ça coûte cher. Donc on essaie de s'en sortir économiquement parlant de ce point de vue. Mais indéniablement, il y a des contraintes supplémentaires à revaloriser. Oui. J'ai l'impression qu'on ne pense pas forcément au procédé. Et là, j'aimerais vous entendre sur le procédé. On va commencer par Véronique, vu que c'est quand même dans la papeterie. Comment ça fonctionne? Puis aussi, j'aimerais ça que tu nous dises comment est né ce petit calepin, parce que lui, c'est vraiment du recyclage, retaille, recyclage. Bon, en fait, je dois dire, je suis pas nécessairement une spécialiste de la fabrication du papier. Comme j'ai dit tantôt, le papier que j'utilise, en fait, c'est un papier de la papetière Roland, qui est située à Saint-Jérôme, et c'est, je crois, au meilleur de mes connaissances, le seul papier 100% recyclé qui est fait au Québec, 100% recyclé post-consommation. Donc, ça veut dire que c'est du papier qui vient du bac de recyclage des bénages, probablement, mais probablement aussi beaucoup des industries, tout ça. Je ne pourrais pas dire exactement comment le papier est fabriqué. Par contre, je sais que l'usine va chercher une partie de son énergie par des biogaz d'un dépotoir qui est à côté de l'usine. Par la suite, bon, ce papier-là, je l'achète. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète ce papier-là en grande quantité parce que je vais l'utiliser dans à peu près tous les produits que je confectionne. Dans le fond, le papier dont je parle, c'est vraiment le papier intérieur, donc le papier blanc ici. Pour ce qui est des cartons, ça, je les trouve un peu partout. C'est un petit peu différent, là, le processus pour trouver les cartons. Si je veux parler de ce produit spécifique-là qu'on retrouve dans la boîte, chaque partie du produit est, dans le fond, une retaille qui a été issue d'un autre produit que j'ai fabriqué. Donc, moi, je fais essentiellement des cahiers, donc j'ai des cahiers de différents formats. Puis, je travaille beaucoup, pour vous en donner une idée, là, je travaille beaucoup à partir de papier 8,5 par 11. Moi, j'ai un petit atelier, donc je ne peux pas travailler des grandes feuilles. J'ai pas de grosses presses d'impression qui sont ensuite découpées là, en plein de petites sections. Donc, j'utilise des formats très standards, donc beaucoup de 8,5 par 11. Et j'ai un format de cahier qui va prendre une section du papier, puis qui me reste toujours comme une bande de papier à côté, avec laquelle j'ai décidé de créer des nouveaux formats. Puis, même chose pour les reliures à spirale, mais ça vient toujours en 11 pouces de long. Alors, si je relie un cahier qui mesure 8,5 de haut, bien, il me reste tout le temps une section de spirale, puis là, ça s'accumule dans un bac en plastique. Puis, donc, j'essaie toujours de dire, OK, quand j'ai des retailles qui s'accumulent, bien, éventuellement, qu'est-ce que je peux faire avec? Dans le cahier Latchami, bien, j'ai réutilisé toutes les petites spirales en 2 sections avec ma bande de papier qui reste. Puis même chose, en coupant des couvertures, bien, il reste une section. Donc, j'ai carrément là, imprimé sur la retaille de papier qu'il y avait. Puis même chose, les petites feuilles bleues qui sont ici, ça c'est issu là, quand je reçois mon papier. Je fais imprimer des feuilles de papier lignées. Puis là, elles sont séparées par des petits séparateurs. C'est des petites feuilles bleues qui séparent les paquets. Alors là, je me retrouve avec plein de feuilles bleues. Alors là, j'ai utilisé les feuilles bleues pour mettre dans le cahier. Alors, au final, bien, ça a donné un cahier qui a été fait avec des retailles. Ça paraît pas, je pense. Oui, non, c'est ça. Mais c'est toujours
sais, on dit des retailles, mais dans le fond, c'est une retaille parce que ça a été issu, tu sais, c'est le résultat d'un autre projet, mais les retailles, ça devient tout le temps la matière pour... C'est ça, de redonner une deuxième vie. Puis c'est ce que vous faites aussi avec la drèche. On va y aller avec Mouvement Maltais. Mais je vais juste dire, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, exemple, ton problème de spirale qui s'accumulait, j'ai l'impression que c'est à force d'accumuler, tu te dis, hey, j'en ai tellement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu sais, puis c'est souvent ça qui arrive, tu es à ton bureau, puis écoute, on a plein de tout ça dans le coin qu'on sait pas quoi faire avec, puis là, ça commence à te faire réfléchir, puis tu le réutilises pour d'autres choses. Tu sais. Nous, exemple, notre papier, quand on envoie des commandes, tout ça, quand on reçoit nos produits, c'est dans des boîtes de 12, exemple, les shampoings. Okay. Puis il y a des papiers intérieurs pour pas que ça bouge dans la boîte. Mais tu sais, tous ces papiers-là, on a comme un gros sac derrière. Puis c'est, tu sais, exemple, nos commandes en ligne, bien, c'est ce papier-là qu'on va mettre dans la boîte pour protéger le produit, encore une fois. Pour pas, tu sais, acheter, je sais pas, du papier bulle ou whatever quoi. On en a plein. Fait qu'on le réutilise tout. Même chose quand on envoie à des magasins, on doit défaire des fois les boîtes de 12. Fait que là, on va mettre des unités dans une boîte, puis là, on va compléter ça avec ce papier-là, qui, dans le fond, c'est du papier qui a tout été issu de notre production. Est-ce que aussi dans vos vies personnelles, vous êtes des gens qui réutilisent, qui revalorisent des choses que vous avez de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Chez nous, on ne jette rien. J'ai une famille de 4 ados, donc on est 6 à la maison. Ouais. Mes bacs de recyclage, j'ai un jardin, donc je composte. OK. Donc on ne jette pas de compost. Mes bacs de recyclage ou mon bac de vidange est pratiquement vide à toutes les semaines, même à 6. Bon, c'est une manière de voir, une manière d'être. En imaginant plus loin que le procédé, tout à l'heure on parlait de procédé, Ouais. La bière c'est du malt d'orge, donc c'est des champs qu'on cultive. Le fait de réutiliser la céréale jusqu'au bout, à 100%, toute la céréale qui vient du brassage, quelque part, c'est des champs qu'on n'exploite pas parce qu'on n'a pas jeté. Et donc, en n'exploitant pas, c'est du carburant, de l'énergie, c'est plein de choses. Donc, indirectement, il y a le procédé, mais il y a aussi toute la chaîne en amont dont on a parlé et en aval de ce qu'on fait, qui est impactée par la notion de revalorisation. Puis je pense aussi, tu parlais pour la réutilisation dans la vie de tous les jours, c'est sûr, depuis qu'on a l'entreprise, on dirait que tu deviens juste de plus en plus conscient de ça. T'sais, au bureau, on a une boîte remplie de boîtes qu'on a comme brisées parce que tu es comme non, je peux pas juste mettre ça au recyclage, elle va me servir au bout d'un moment cette boîte-là, puis tu deviens que tu te sens concerné puis obligé de vraiment tout réutiliser. Encore une fois, je parlais de nos productions, même chose, on garde toutes nos boîtes de production le plus qu'on peut. Puis à la prochaine production, on ramène ça au laboratoire, on lui dit tiens, voici nos boîtes. Puis gars, oui, il y a déjà du tape dessus, mais c'est pas grave, là. Ça change rien, la boîte est encore super bonne. Puis on envoie ça au magasin aussi, ce type de boîtes-là. Puis j'espère que les magasins se sentent pas comme c'est une vieille boîte ou je sais pas, elle est déjà utilisée, quelque chose comme ça. Parce que dans le fond, le but, c'est juste de jeter le moins possible. Exact. Un autre exemple de réutilisation, en fait, pour le vrac, toutes les premières commandes viennent en 4 litres avec une pompe. Ensuite de ça, le magasin de vrac va refaire une deuxième commande quand il sera prêt. Là. Puis là, ça va venir en sac de 10 litres, style poche à vin, où là, il va venir re-remplir le 4 litres. Comme ça, le 4 litres est réutilisé avec la pompe. Là, c'est pas tout le temps un nouveau contenant. Là. Et puis là, le sac de 10 litres, il va pouvoir le nettoyer. Soit qu'il va pouvoir le garder, et puis quand il va en avoir accumulé quelques-unes, il pourrait nous le renvoyer pour qu'on puisse les réutiliser. Sinon, il rince, il le nettoie bien, puis là, on le met au bac de recyclage, puis ça, c'est recyclé. Puis pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter est-ce que, en termes d'entrepreneuriat, est-ce que vous voudriez qu'il y ait beaucoup plus de compétition? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait beaucoup plus de choses qui soient faites en papier recyclé, à base de drèche? Comment vous voyez ça dans l'avenir? Parce que là, vous êtes encore des marginales, on va dire, un peu dans vos domaines respectifs. On est au Québec aussi. Est-ce que si on parle du côté planétaire, est-ce que vous avez déjà pensé à la question? Bien, je pense que oui, ça serait bien d'avoir une compétition, mais avant d'avoir la compétition, je pense qu'il faudrait comme un mouvement de tout le monde qui encourage des achats locaux et des initiatives comme la nôtre. Oui. Puis c'est là que ça va faire changement, puis c'est là peut-être que la compétition va apparaître, parce que là, il va y avoir un vrai marché. Mais je pense que j'ai l'impression que les gens sont peut-être pas encore assez conscients de tous les efforts qu'on fait, comparativement aux grandes multinationales, que eux, peut-être, font moins d'efforts et puis sont moins éco-responsables et tout ça. Fait que c'est vraiment aux consommateurs de prendre l'initiative, de faire l'effort un petit peu plus pour justement encourager des initiatives comme les nôtres. Là. Ouais.
Je pense aussi un truc qui est difficile, c'est le prix. Tu sais, à la fin de la journée, quand on est à l'épicerie ou tu sais, nous, c'est des épiceries, pharmacies, ce type de magasin-là, puis on achète plusieurs choses, puis là, c'est le temps de s'acheter, exemple, un shampoing. Bien là, OK, combien je suis prêt à investir là-dedans? Fait que là, tu as toutes les sortes de prix là, à la pharmacie. Oui, fait que là, il faut essayer de comme. Tu sais, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a adapté notre prix puis on a mis un prix qui est vraiment très proche de la compétition dans tous les produits naturels, tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, pour nous, ça ajoute, tu sais, que c'est plus difficile en tant que petite entreprise, mais ça fait partie de la game qu'il faut être capable de compétitionner, c'est plus grand. Puis éventuellement, bien, si on est capable d'en vendre vraiment beaucoup, bien, il y a peut-être une possibilité que nous, on peut aussi encore plus être en compétition avec eux. Okay. Mais au départ, il faut que le client soit conscient qu'il y a des efforts de plus puis des petits volumes qui créent que le prix est un peu plus élevé, des choses comme ça. Exact. Je dirais que ça prend aussi, ça de la part des clients, un changement de mentalité un peu. Là. On est tellement de plus en plus habitués à passer des commandes puis les recevoir vite, puis la rapidité, puis je veux dire, même moi, là, quand je commande quelque chose sur Internet, j'ai envie de le recevoir vite, mais de soutenir là, un rythme là, de commande, ça veut dire quand on commande quelque chose puis qui arrive super vite, ça veut dire que ce truc-là, il attend dans un entrepôt que quelqu'un le commande. Là. Mais ça en fait beaucoup de choses dans les entrepôts qui attendent. Alors, selon moi, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que chacun, on apprenne à être un petit peu plus patient. Oui, ou sinon, on n'a juste pas les mêmes. Tu sais, c'est nous qui emballent les commandes. Tu sais, c'est la même chose pour toi. Là, c'est vrai que des fois, regarde, t'es pas au bureau à cette heure-là quand c'est commandé. Fait que là, ça va aller au lendemain. Puis là, ben, c'était vendredi. Fait que tout le week-end, les transporteurs passent pas. Des choses comme ça. Fait que je pense que c'est au client de réaliser que, comme, regarde, nous, il n'y a pas 100 employés au bureau, des gens dédiés aux commandes, tout ça. C'est vraiment nous qui fait tout. Fait que, il faut que les clients comprennent cette partie-là de l'entreprise, c'est sûr. Donc, si je vous entends bien, le message que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment que ça part de chez le personnel, c'est un choix personnel, dans les ménages, que chacun fasse son petit bout de chemin, soit conscient par rapport à ça. Et ensuite, j'imagine que les entrepreneurs, les entreprises et la société va prendre exemple sur vous. Nous, à force de vous côtoyer, les gens du changement, la communauté soudée qui s'entraide pour s'élever, on est conscientisé fois 1000. Fait que des fois, on peut pas se permettre de faire, mettons, de pas recycler une canette qu'on a reçue. Puis, je trouvais ça drôle parce que nous, on reçoit aussi beaucoup toutes vos commandes, on les reçoit dans des gros cartons. Et notre bac de recyclage, c'est un carton qu'on a reçu des produits à l'intérieur. Donc, tu sais, il est marron, il est en gris. Puis là, ça fait comme une semaine que j'arrête pas de dire, il faut qu'on écrive une pancarte pour dire que les canettes vont dedans pour pas que les gens pensent que c'est une poubelle puis que ça n'a pas rapport, tu sais, parce qu'il est quand même dans le milieu du chemin. Donc, tu sais, tous ces petits enjambements. Mais oui, moi, je pense que tout le monde pourrait se fier là-dedans, puis ça rejoint un peu ce que tu disais, le temps. Le temps nous manque. Puis, en parlant du temps, c'est déjà la fin. Vous avez vu l'enchaînement. L'enchaînement. C'est déjà la fin. Je vous dis merci de faire partie de la belle saison de Latchami. Latchami, nous, on voulait vraiment des personnes qui soient conscientisées, qui soient prêts à nous faire passer un automne, tout sauf monotone, qui soient prêts à emboîter le changement. Puis on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis un grand merci de vous être déplacés. Merci à la microbrasserie Malmstrom de nous accueillir. Puis on se revoit pour des prochaines capsules sur les réseaux sociaux. Et ne vous oubliez pas de vous procurer la boîte Latchami qui est disponible dès maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Merci.